Bonjour à tous. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour l'invitation. Je remercie le conseil scientifique ou le comité scientifique de la SRLF. Voici mes liens d'intérêt. D'abord, un petit message d'avertissement sur toutes les études, qu'elles soient randomisées, contrôlées ou observationnelles, qui visent à évaluer l'oxygénothérapie à haut débit pour la prévention de l'intubation. La première, c'est que il est très difficile de faire une étude en aveugle quand on compare oxygénothérapie à haut débit aux autres méthodes d'oxygénation, que ce soit oxygène standard ou VNI. Donc, il y a forcément un biais de classement et d'évaluation qui peut survenir. Les critères d'intubation, même s'ils sont définis dans les protocoles des études, sont par définition subjectifs, puisqu'on sait que deux médecins face à une même situation ne vont pas forcément prendre la même décision quant à l'intubation du patient. Le choix du comparateur, c'est ce qui fait que l'analyse de la littérature est très difficile et variable selon les études, entre oxygénothérapie seule, oxygène plus VNI, oxygène à haut débit plus VNI. Le choix des critères d'évaluation est également variable. Est-ce que c'est bien que l'oxygénothérapie à haut débit prévienne l'intubation? Est-ce qu'il vaut mieux prendre la mortalité? Et si on étudie la réintubation, on va le voir. Est-ce que c'est la réintubation à J2, à J3, à J7? Et là encore, c'est très différent selon les études rapportées. Et enfin, les tableaux cliniques des patients analysés sont très très différents. Et on ne va pas conclure la même chose chez un patient en insuffisance respiratoire aiguë hypoxémique isolée que par exemple chez un patient en insuffisance respiratoire aiguë hypercapnique. Ce n'est pas du tout les mêmes patients. Et il faut souligner, en particulier chez les immunodéprimés, mais aussi chez les autres patients, l'importance de l'étiologie. Si un patient est en train d'être traité, l'oxygénothérapie à haut débit va peut-être mieux prévenir l'intubation que si la maladie est d'évolution très longue. Et là, on ne pourra pas éviter l'intubation. Donc on va suivre le plan suivant. D'abord, l'insuffisance respiratoire aiguë hypoxémique pour voir les différents tableaux cliniques possibles. Ensuite, l'insuffisance respiratoire aiguë sur pathologie chronique, donc essentiellement hypercapnique. L'insuffisance respiratoire aiguë de l'immunodéprimé, Covid-19, post-opératoire. Et enfin, en post-extubation. Voilà, en 10 minutes. Dans l'insuffisance respiratoire aiguë hypoxémique, effectivement, il y a un rationnel physiologique. L'oxygénothérapie à haut débit semble être la méthode de choix dans l'insuffisance respiratoire aiguë. On a surtout une très bonne humidification des voies aériennes, on administre un bon débit et donc on aurait une diminution de l'effort respiratoire, du travail respiratoire et un meilleur confort du patient. Le problème, c'est que la physiologie ne se traduit pas toujours après dans les faits, dans les études randomisées. Donc, il y a eu une très belle étude randomisée en 2015, parue dans le New England, où il comparait 3 groupes, oxygène haut débit, oxygène standard et VNI, et on n'avait pas de différence dans le taux d'intubation, qui était le critère de jugement principal. Par contre, dans le sous-groupe avec PaO2 sur FiO2 inférieur ou égal à 200, là, on avait moins d'intubation dans le bras oxygène à haut débit, et on avait une survie plus élevée dans le groupe oxygène à haut débit. Alors, est-ce qu'il faut encore faire de la VNI dans l'insuffisance respiratoire aiguë hypoxémique par rapport à l'oxygène à haut débit? On voit peut-être 2 indications en faveur de l'utilisation persistante de la VNI. L'œdème aigu du poumon, qui peut aboutir à une insuffisance respiratoire aiguë hypoxémique, où la VNI reste encore le traitement de choix. Et ensuite, il y a des critères en faveur et contre, mais qui sont encore finalement pas totalement démontrés. Et c'est essentiellement la rapidité de réponse à la thérapeutique mise en place. L'insuffisance respiratoire aiguë sur pathologie chronique, donc ce que je disais, il y a les indications validées utilisation de la VNI, où là, l'oxygène à haut débit ne prévient pas encore mieux l'intubation, l'œdème aigu du poumon, et dans l'insuffisance respiratoire aiguë sur chronique, l'exacerbation aiguë de BPCO hypercapnique. Et dans la question, c'est est-ce que l'oxygène à haut débit peut remplacer la VNI? A priori pas, mais on manque encore de données. Et il y a une étude qui va s'intéresser à est-ce qu'on peut faire de l'oxygénothérapie à haut débit entre les séances de VNI? Est-ce que ça fait mieux que l'oxygène standard? On a des données encourageantes, mais avec des niveaux de preuve très faibles. Et c'est l'étude iFlow ACRF qui est menée actuellement par l'équipe de Jean-Damien Ricard. Maintenant, l'insuffisance respiratoire aiguë chez l'immunodéprimé. Est-ce que là, l'oxygénothérapie à haut débit prévient l'intubation? Première étude, VNI versus oxygène standard. Pas de différence sur l'intubation ni la mortalité.
Deuxième étude, on ne fait plus de VNI puisque ça n'a pas montré de différence. Oxygène à haut débit versus oxygène standard. Là, à nouveau, l'équipe du professeur Azoulay a montré qu'il n'y avait pas de différence ni sur l'intubation, ni sur leur mortalité. Donc l'oxygénothérapie à haut débit ne préviendrait pas l'intubation dans l'insuffisance respiratoire aiguë du patient immunodéprimé. Maintenant, le Covid-19, on en a beaucoup parlé, c'est une entité un peu spéciale. Le niveau de preuve est très faible. Là, c'était une étude rétrospective où l'on voyait que l'oxygène à haut débit préviendrait, en tout cas, il avait été associé à moins de ventilation mécanique invasive, sans différence de mortalité. Et ensuite, des experts se sont réunis et ont fait un consensus du monde entier. Et là, ce qu'ils ont conclu, avec un niveau de preuve très très faible, c'est que l'oxygénothérapie à haut débit serait une stratégie alternative pour l'oxygénothérapie, qu'elle est conseillée en cas de saturation périphérique en oxygène inférieure à 90% avec les autres méthodes et une augmentation des besoins en oxygène. Finalement, ils disent qu'elle pourrait être utile pour éviter l'intubation, mais ce n'est pas du tout certain. Et qu'il faudrait utiliser peut-être la VNI en cas d'insuffisance respiratoire aiguë mixte ou en cas de signe d'augmentation du travail respiratoire, mais ce n'est pas prouvé. Dans tous les cas, quelle que soit la méthode utilisée, il faut protéger le personnel. Et donc pour ça, est-ce que ça peut être utile de mettre un masque sur l'oxygène à haut débit, à la fois pour protéger le personnel, mais peut-être pour augmenter l'oxygénation? Et oui, effectivement, c'est ce qui est envisagé dans la littérature, où il semble que le masque chirurgical améliore l'oxygénation sans augmenter la PaCO2. Maintenant, l'insuffisance respiratoire aiguë post-opératoire, autre entité clinique. Là, est-ce que l'oxygénothérapie à haut débit prévient l'intubation? Donc, le groupe du professeur Jabert, qui est mon patron, on avait fait une étude sur la VNI post-opératoire. Et on comparait VNI à oxygène standard. Et on voyait que dans l'insuffisance respiratoire aiguë post-opératoire de chirurgie abdominale, la ventilation non invasive faisait mieux que l'oxygène standard. Mais il n'y avait pas de groupe oxygène à haut débit, donc on ne peut pas conclure sur cette thérapeutique. Et après chirurgie cardio-thoracique, il y a une autre étude randomisée contrôlée, qui, elle, était une étude de non-infériorité. On voulait montrer qu'en post-extubation, l'oxygénothérapie à haut débit ne faisait pas moins bien que la VNI. Effectivement, le critère était atteint et l'oxygène à haut débit semblait non inférieur à la ventilation non invasive en post-opératoire de chirurgie cardio-thoracique. Et enfin, en post-extubation, donc c'est le patient qui est extubé en réanimation, est-ce que l'oxygénothérapie à haut débit va prévenir la réintubation? Donc, on a eu deux grandes études des groupes espagnols, une étude sur le groupe à bas risque de réintubation, où là l'oxygène à haut débit faisait mieux que l'oxygène standard. Et ensuite, une groupe chez des patients sélectionnés à haut risque, qui était un groupe assez large, où là l'oxygénothérapie à haut débit n'était pas inférieure à la VNI. Mais lorsqu'on regarde la courbe de Klapper-Meyer, on voit qu'à partir de 24 heures après l'extubation, on commence quand même à avoir une tendance à moins de réintubation avec la VNI, même si ce n'est pas du tout significatif. Et là encore, ça pose la question du critère, puisque lorsque l'équipe d'Arnautil a sélectionné les patients à haut risque d'échec d'extubation, c'était des critères simples, supérieurs à 65 ans, maladie cardiaque ou pulmonaire, mais là, cette fois-ci, on avait moins de réintubation, mais c'était à 7 jours, donc c'était plus longtemps, c'était pas à J3 comme les autres études. On avait une réintubation autour de 12%, contre 18% lorsque on faisait de l'oxygénothérapie à haut débit seul. Donc peut-être que chez les patients à haut risque d'échec d'extubation, l'oxygénothérapie à haut débit seul ne prévient pas l'intubation et il vaut mieux l'associer à de la VNI. Attention, c'était de la VNI intensive, puisqu'en moyenne, ils recevaient 13 heures pendant les 24 premières heures. Et enfin, encore un pool spécifique de patients, les patients avec obésité. Là encore, on a des études physiologiques qui supposent que la ventilation non invasive fait mieux que l'oxygène ou l'oxygène à haut débit pour prévenir la réintubation post-extubation. Mais le niveau de preuve est faible. C'est pour ça qu'on a en cours l'étude Extube-Obèse. Et donc, je remercie tous les centres qui participent, qui comparent deux groupes. Le groupe oxygène standard,
et le groupe ventilation non invasive. Le groupe oxygène tout venant, et le groupe ventilation non invasive. Et dans le groupe oxygène, on a dichotomisé l'oxygène standard et l'oxygène à haut débit. Et entre les séances de VNI, on a fait oxygène standard ou oxygène à haut débit également, et l'étude est en cours. Donc pour conclure, est-ce que l'oxygénothérapie à haut débit prévient l'intubation? Mais finalement, pas forcément. On a vu qu'on avait un niveau de preuve pas toujours très bon et que ça dépendait beaucoup des étiologies et des tableaux cliniques. Donc dans l'insuffisance respiratoire aiguë hypoxémique, il semble que l'oxygène à haut débit fasse mieux que l'oxygène standard. Mais je sais qu'il y a une étude du professeur Fratt qui est en cours, l'étude SOHO, voilà, qui va réévaluer et confirmer éventuellement les résultats de Floralie. Ensuite, sur pathologie chronique, dont essentiellement l'exacerbation aiguë de BPCO, pour l'instant, on sait que la VNI fait mieux que l'oxygène standard, ce n'est pas débattu. Quelle est la place exacte de l'oxygène à haut débit? On ne sait pas. Il y a aussi un PHRC en cours pour voir si entre les séances de VNI, cela fait mieux que l'oxygène standard. Chez le patient immunodéprimé, il y a eu quand même une étude randomisée, contrôlée, multicentrique, qui incluait près de 800 patients. Donc que l'oxygène à haut débit ne fait pas mieux que l'oxygène standard. Chez le patient Covid-19, là on a un niveau d'épreuve très faible. On attend les études randomisées contrôlées de forte puissance. Donc peut-être que l'oxygène à haut débit ferait mieux que l'oxygène standard. En post-opératoire, là c'est encore plus compliqué, puisque cette fois-ci il faut prendre en compte le type de chirurgie. On a la chirurgie cardio-thoracique, où il semble que l'oxygène à haut débit soit non inférieur à la VNI. Et en chirurgie abdominale, on ne sait pas encore bien la place en post-opératoire dans l'insuffisance respiratoire aiguë de l'oxygène à haut débit. Et enfin, en post-extubation, là, ça va dépendre du risque des patients. Si le patient est à bas risque, il semble que l'oxygène à haut débit fasse mieux que l'oxygène standard. Par contre, si le patient est à haut risque d'échec d'extubation, là, l'oxygène à haut débit est inférieur à l'association VNI plus oxygène à haut débit. Donc prévient, mais en ajout de la VNI entre l'extubation. Voilà, je vous remercie et je suis à votre disposition pour des questions.